connu là des émotions tellement extraordinaires que par la suite, j'ai toujours voulu retrouver ces émotions-là. Et c'est pourquoi je suis retourné si souvent en lac de la Cigalaire, quitte à faire mes explorations très souvent en solitaire. Mon cher Bernard, à nos chères grottes. Les cascades de la Cigalaire. La plus grande révélation de ma vie d'Espelio. Il explore encore, souvent en solitaire, les crevasses oubliées de la garrigue gardoise où il a élu domicile. Cinéaste et conférencier à connaissance du monde, ce sont 70 ans d'une vie vouée aux cavernes belges et pyrénéennes. Mais pour Bernard Magos, la grotte de la Cigalaire demeure une incontournable passion à faire partager. Ce couloir bien étroit, où pourrait-il me mener? Le passage est bien bas, mais tant que c'est possible, j'essaye de passer. Il y a ici une profusion de cristaux de gypse. Tout ici rappelle la glace. Sur une hauteur de 20 mètres, les couleurs, elles vont du blanc pur jusqu'au noir. Et ces colorations noires sont dues à l'oxyde de manganèse et toutes les autres colorations ocre, rouge, etc. sont consécutives à des colorations avec des oxydes de fer. On se mouillait copieusement et on montait avec des mains dans les cascades. Tout était encore à continuer et à explorer. L'équipe franco-belge réussit en 1954 à poursuivre les explorations précédentes et à atteindre le sommet de la 25e cascade à 3500 mètres de l'entrée. L'expédition devait être endeuillée par la fin tragique de Michel de Donéat. On est en Ariège, on monte au trou en voiture dans une vallée étroite. Là ça passe encore et là-haut, eh bien, ça passe qu'à un certain endroit, à 200 mètres du campement. Les flancs du Bentaillou sont truffés de filons métallifères. Bâtiments et galeries souterraines à l'abandon témoignent d'une étape de la vie de cette vallée ariégeoise. Près de Saint-Giron, dans l'Ariège, l'expédition se dirige vers la grotte dont l'entrée se trouve à l'altitude de 1688 mètres, sous les mines de plomb et de zinc du Bentaillou. Le télébène de la mine emporte le matériel par 1000 mètres au-dessus de la vallée. La mine de Saint-Tin fonctionnait à l'époque. Nous étions d'ailleurs hébergés dans les baraquements de la mine, nous pouvions participer à la cantine et on nous avait donné des chambres et donc on pouvait aussi recharger facilement les batteries. Les minerais de plomb et de zinc y ont été abondamment exploités dès le milieu du 19e siècle, jusqu'à des dates récentes. Un échantillon assez exceptionnel de minerais qui a été exploité dans l'ancienne mine de Bentaillou. Du sulfure de zinc, des cristaux assez énormes, centimétriques, aussi nommés blindes. C'est Norbert Casteret qui, dès 1931, découvrit le réseau de la Cigalaire. Plus tard, avec Max Cossens, il remonta le torrent souterrain, escaladant 8 cascades successives, et ne fut arrêté devant la 9e que faute de matériel approprié. La Cigalaire fait partie des 10 plus belles grottes du monde en raison de ses concrétions. Entre 960 et le milieu du 19e siècle, on a été dans une phase de quinconcennement extrêmement important.
la concrétion va pousser, elle va s'arrêter, et elle peut s'arrêter pendant 100 000 ans. Et puis elle va repartir. Une apaisante perspective de pelouse karstique domine cet Éden de la spéléologie. L'eau vient de là-haut, issue de torrents engloutis par la montagne. Les enfilades rocheuses, où le calcaire est omniprésent, sont parsemées d'abîmes. Le plus célèbre est le gouffre Martel, découvert et exploré par Norbert Casteret et sa femme dès 1933. À l'aplomb de son ouverture, à 300 mètres sous la surface, serpente un ruisseau. Il cascade pareillement dans la Cigalaire, mais à ce jour, aucune pénétration humaine n'a pu accompagner d'un bout à l'autre les chemins de ce courant ténébreux. Une large arcade béante signe l'entrée de la grotte au pied d'escarpements calcaires. Ce sont des corneilles de rocher, les cigales en patois du Biros, qui ont offert son nom à la cavité. C'est par cette unique antichambre que les explorateurs atteignent le dédale souterrain. La Cigalaire, c'est une rivière qui ressort de terre, et pour l'exploration, donc, il faut remonter cette rivière vers sa source encore inconnue. Il y a dans le cours d'eau de la Cigalaire plus de 100 cascades au total. Quand Norbert Casteret est arrivé ici, il a vu ce siphon et il a cru dans un premier temps que la grotte était terminée. Ce n'est qu'après qu'il s'est dit qu'il y a probablement d'autres passages pour court-circuiter ce siphon et qu'il a trouvé tout le reste de la grotte. En 1937, Norbert Casteret décide de s'associer au physicien belge Max Cossens pour poursuivre les explorations dans la grotte de la Cigalaire et plus particulièrement les cascades. Au retour de toutes ces différentes tentatives, on les ramenait des mâts d'escalade. Ils ont donc déposé ces matériels, donc ils ont décidé d'aller le cacher là au-dessus dans la galerie. Et pour pouvoir les retrouver une des prochaines fois où ils reviendraient pour ces tentatives, ils ont donc déposé ces deux galets pour, disons, avoir un repère. Voilà, tu peux rentrer. Dans une poche. Ah, c'est juste ici. Comment décrire la sensation exaltante que l'on éprouve à la découverte du cours que la rivière s'effrayait dans la roche et dans l'argile durant des dizaines de millénaires, ou après la marche épuisante dans le dédale obscur des couloirs, des étroitures, des laminoirs et des chatières, la brusque irruption dans une salle. On est passé il y a 5-6 ans et ça donne accès à 300 mètres de galerie, vraiment très bien concrétionnée. Toute la partie amont est constituée d'aragonite coralloïde et cette partie-ci, que nous allons emprunter après, qui est constituée de gypse, et en particulier c'est là qu'on trouve les aiguilles de gypse. Pourquoi il y a des concrétions de gypse? Tout simplement parce que la Cigalaire est parallèle à un gisement minier, un gisement où on a des sulfures. Or, les sulfures vont s'oxyder, et en s'oxydant vont donner de l'acide sulfurique. Cet acide sulfurique va attaquer le calcaire, va déplacer les carbonates et va donner des sulfates. Les concrétions de gypse, c'est lié au gisement. Alors que les concrétions d'aragonite ou de calcite, c'est lié à la présence de végétation, de CO2. Là, on peut voir donc l'inscription authentique signée de la main de Norbert Casteret, quand ils sont arrivés pour la première fois à ce passage, avant de s'engager donc dans cette partie qui s'appelle le trou souffleur.
où il s'était fait aider de nombreux mineurs pour pouvoir dégager le passage, pour pouvoir passer. Ça décoiffe aujourd'hui. Lors de l'époque des premières explorations, il y avait une chanson qui était célèbre, qui est peut-être de Mouloudji, je ne me rappelle plus, et c'était ah, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Que suis-je venu faire dans cette galère? On disait que suis-je venu faire dans cette galère? Voilà. La cigalaire, on le voit bien, c'est une cavité qui s'est formée, qui s'est colmatée, parce qu'il y a eu des variations, qui s'est décolmatée, qui s'est recolmatée, décolmatée. Et si vous regardez de très près, vous allez retrouver des traces de toutes ces phases. Donc c'est toujours polyphasé, toujours. Ces galets qui sont collés à la voûte par la calcite. Alors on peut imaginer qu'il y avait un remplissage qui touchait cette paroi. Et puis la calcification ayant commencé, elle a soudé les cailloux des galets sur cette partie-là. Et ensuite, il s'en est suivi une vidange de toute cette galerie par une arrivée d'eau très très importante et un rinçage et qui laisse apparaître donc les cailloux et les galets de la façon dont on les voit. Tel un escalier de géants, les cascades s'opposent à l'avancée des hommes. On en dénombre 26 jusqu'aux limites extrêmes pénétrables, à 3200 mètres de l'entrée. Pour les enjamber, les pionniers se sont d'abord servis de tubes vissés bout à bout, formant un mât auquel ils agrippaient une échelle souple. Puis ce fut le temps de la grimpe et des remontées sur corde. Ces multiples épreuves génèrent un exercice qui demeure souvent laborieux, même pour nos aventuriers modernes. Une des salles assez loin dans le réseau, j'avais observé à une vingtaine de mètres de hauteur l'entrée d'un couloir. Et il y avait, moyennant une escalade assez périlleuse, et il me semblait possible d'y arriver. J'ai l'impression que là-haut ça continue, je grimpe. Des couloirs que personne n'avait pu voir jusqu'alors. Et ça continue. J'ai entrepris l'escalade très périlleuse de cette paroi qui était constituée d'un conglomérat de blocs de rochers de toutes sortes. Tout est recouvert, le sol, les parois, les plafonds, partout des cristaux. La découverte du 7e ciel, réputée la plus belle galerie de cristaux du monde. J'ai toujours voulu retrouver ces émotions-là. Seul au cours d'un raid insensé de 54 heures, en 1954, Bernard Magos accède par une vara posée à l'un des plus somptueux couloirs décorés de la grotte. Ce sera le 7e ciel, l'apothéose des cavernes pour Norbert Casteret. Un univers cristallin, occulte, où foisonnent gypse, aragonite et calcite. Ici, on se glisse avec d'infinies précautions nanties de survêtements protecteurs. On déambule avec un immense respect parmi ces flamboyants chefs-d'œuvre des ténèbres pour en assurer l'intégralité.
L'alternance concrétion de gypse, concrétion de calcite, c'est tout simplement l'alternance paléoclimatique entre le froid et le chaud, entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. À l'heure actuelle, quand on est dans la cigalaire, l'humidité ambiante, c'est on l'a mesuré, 96-98%. On ne formera pas du gypse avec cette atmosphère-là. Il faudra descendre au moins à 60% en dessous. Pour que le gypse se forme, c'est simplement de l'évaporation. En se promenant là comme chez lui, à 87 ans, Bernard Magos a concrétisé son désir de nous faire partager sa cigalaire. Fascinante caverne associée à une légendaire aventure de jeunesse. Un passé attachant, aujourd'hui embelli par de nombreuses explorations en solitaire et ses plus récentes découvertes cévenoles. Ce fut sans doute une aventure un peu folle, mais riche de tant de merveilles.